Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les ouvriers nigériens qui travaillent sur le troisième pont, sur le chantier de construction du troisième pont sur le fleuve Niger, sont en colère au point d'arrêter le travail. Quelles sont les causes de cette crispation? Réponse dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi. Pour confirmer leur participation au développement de notre pays, le gouvernement de la Chine s'est engagé dans la construction d'un troisième pont sur le fleuve Niger qui portera le nom Général Séné-Kountché après avoir réalisé le pont de l'Amitié. Cependant, pour l'heure, les ouvriers nigériens qui travaillent sur le chantier de construction du pont Séné-Kountché ne sont pas contents des conditions dans lesquelles ils travaillent. Aman Bizo, qui est le délégué des ouvriers nigériens, expose les raisons qui les ont poussés à arrêter de travailler. C'est qu'on a énormément de problèmes sur le travail et sur le salaire. Là, on a pris le salaire le 10. On travaille 9 heures de temps. On monte à 7 heures, on va en pause à midi, on revient à 14h30, on descend à 18h30. Là, notre problème, le vrai problème qu'on a sur ce chantier-là, d'abord, on n'est pas assuré. Il y a 2 cabinets. Les autres cabinets disent qu'ils sont assurés, un côté. L'autre côté, on n'a pas d'assurance caisse. Et on est là. Même si tu es blessé, même pour te soigner, c'est un problème. Le problème qu'on a, c'est que les salaires tardent à venir. Vous imaginez, on est payé le 40. Le 40, j'ai dit bien le 40, hier. Même présentement, il y en a qui n'ont pas pris leur salaire. Avec cette situation de mécontentement des ouvriers nigériens sur le chantier de construction du pont Séné-Kountché, le délégué des ouvriers, Haman Bizo, lance cet appel à l'endroit des autorités. L'appel qu'on a à lancer à l'endroit des autorités, de faire en sorte que ces gens-là, c'est vrai, ils sont venus, les gens travaillent, mais au moins qu'ils nous respectent, qu'on ait notre dignité, qu'on ait notre sueur, qu'on gagne au moins le salaire à temps et qu'on nous respecte. Si aujourd'hui un Noir, un Nigérien lève la main sur un Chinois, il faut imaginer, c'est des problèmes. Pour éviter tous ces problèmes-là, il faut que ces ouvriers-là soient dans leurs droits à temps. Enfin, il est à préciser que les responsables de l'entreprise chinoise qui est en train de bâtir le pont Séné-Kountché ont pris comme prétexte la tenue d'une réunion pour ne pas avoir à répondre à nos questions. Le ministre des Finances a présenté le projet de loi de finances 2020 devant les députés le mardi dernier. Secteur par secteur, le ministre a détaillé le budget 2020 à l'hémicycle, un budget fortement critiqué par les citoyens. Dans l'élément qui va suivre, l'économiste Soli Abdoulaye a fait ses remarques. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bouraima. Le budget 2020 qui a fait l'objet d'une présentation solennelle à l'Assemblée nationale est arrêté en dépenses et en recettes à plus de 2266 milliards de francs CFA contre 2157 milliards cette année. Selon les observateurs, dans le budget 2020, les secteurs les plus marginalisés sont les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation et la santé. Quand nous prenons les secteurs sociaux, par exemple, nous avons le fonctionnement des universités et des centres universitaires, donc toutes les universités du Niger, et les centres universitaires, donc les CRU, les CNU, ils vont bénéficier de 25 milliards. Les bourses des étudiants, tous les étudiants du Niger, les allocations des collégiens, des lycéens, donc avoisinent les 16 milliards. Nous avons le fonctionnement des EHPAD. Donc les EHPAD dans le domaine de la santé, c'est-à-dire les différents CHR, CHU, ainsi de suite, tous les centres de santé qui sont érigés en établissement public administratif. Donc ils vont bénéficier des subventions de l'ordre de 18 milliards. Et nous avons les pécules des agents de santé qui se chiffrent à 7 milliards et les pécules des agents de l'éducation à 69 milliards de francs CFA. Des répartitions irrationnelles comparées à celles de certaines institutions de la République. Si nous prenons par exemple la présidence de la République, quand on dit président de la République, il faut voir la présidence donc, en tant que telle et tous les services qui sont rattachés à la présidence, n'est-ce pas? Donc, pour la présidence et tous ces services rattachés à la présidence, donc comme l'initiative 3e, c'est 139 milliards de dotation qui a été prévue pour l'année 2020. Maintenant, la présidence en tant que telle, au niveau du cabinet du président de la République, ils vont bénéficier, dans les 139 milliards, ils vont bénéficier de 24 milliards. La primature se voit dotée de 60 milliards, n'est-ce pas? Dont 55 milliards pour le cabinet du Premier ministre.
L'Assemblée nationale bénéficie de 18 milliards. Comparativement à ce que nous avons vu tout à l'heure en ce qui concerne les secteurs sociaux, donc on peut dire que les secteurs sociaux sont un peu les parents pauvres de cette dotation budgétaire pour l'année 2020. Le budget 2020 a connu une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année 2019. Une augmentation qui a toutes ses raisons. Il ne faut pas oublier que dans le projet de budget 2020, l'État a prévu des nouvelles, n'est-ce pas, formes fiscales, au-delà de celles qu'on a connues en 2019, ce qui fait que l'État va encore avoir d'autres ressources. Et c'est ça qui explique un peu la hausse des 108 milliards. Vous avez vu. Il y a d'autres aussi aspects. C'est-à-dire, quand vous prenez l'événement qui s'est passé au Niger, avec la construction du pipeline, vous voyez bien que c'est quand même de l'argent que l'État du Niger va avoir. Et donc, comme c'est des prévisions que l'État fait, des recettes qu'il peut avoir sur un certain nombre de temps, donc naturellement, cet aspect aussi doit être pris en compte pour permettre l'augmentation des recettes de l'État. Le projet de la loi des finances 2020 est actuellement à l'Assemblée nationale où il a été soumis à l'appréciation des députés avant son adoption avant la fin de la session en cours. Vous suivrez à la fin de ce journal le décryptage du budget 2020 par l'économiste Soli Abdoulaye. La première dame Hajia Aïssata Issoufou, marraine du SAFAM, a procédé ce matin au lancement des activités de la 11e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFAM. C'était à l'hôtel Radisson Blu en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat et de plusieurs autres invités. Le compte-rendu de Nafissa Zakou et Aboubakar Souley. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de la 11e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM, qui sera célébré du 29 novembre au 8 décembre 2019 sous le thème Artisanat et entrepreneuriat des femmes, solutions innovantes pour l'emploi et le développement durable. Ainsi, le SAFEM constitue une réponse au problème de débouché des produits du secteur de l'artisanat, toute chose qui contribue à la lutte contre la pauvreté au Niger. Le SAFEM est une manifestation commerciale biennale dédiée à l'artisanat nigérien en particulier et à l'artisanat africain en général. Il a ainsi pour objectif de contribuer à l'autonomisation socio-économique des femmes et de créer un cadre pérenne de promotion de l'artisanat féminin. C'est en cela que le thème choisi pour la 11e édition est en parfaite harmonie avec les objectifs du SAFEM. En effet, il apparaît logique de créer les conditions de développement de l'entrepreneuriat dans le secteur après la réalisation d'importantes actions de formation ayant permis le renforcement des capacités de plusieurs milliers de femmes à travers le pays dans divers métiers. Ainsi, après le Maroc à la 9e édition en 2015, puis la Tunisie à la 10e édition en 2017, l'honneur revient à la République du Sénégal d'être le pays invité d'honneur à cette 11e édition. Un choix salué par l'ambassadeur du Sénégal au Niger. C'est un honneur pour le Sénégal d'avoir été désigné comme invité d'honneur. Nous vous en remercions très sincèrement et profondément, car les liens qui unissent nos deux États, nos deux pays, sont séculaires, historiques, économiques, et j'en passe. Quant à la première dame Aïssata Issoufou, marraine du SAFEM, elle a saisi l'occasion pour faire un bref rappel des résultats de la 10e édition du SAFEM ainsi que leur ambition pour cette 11e édition. Les résultats de la 10e édition du SAFEM qui s'est tenue du 24 novembre au 3 décembre 2017 au palais du 29 juillet de Niamey nous ont fortement édifiés. 26 pays ont pris part à cette édition. 1600 exposants, dont 70% de femmes. 130 000 visiteurs enregistrés. 1,5 milliard de francs de chiffre d'affaires. Notre ambition à l'occasion de cette 11e édition est de mobiliser
1800 exposants, 35 pays, 150 000 visiteurs et de réaliser un chiffre d'affaires de plus d'1,5 milliard. Rappelons enfin que le SAFEM constitue un des plus importants outils d'intégration et d'autonomisation permettant à la femme d'améliorer sa condition de vie, de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement économique du pays. C'est par des expositions des femmes artisanes qu'a pris fin la cérémonie. La compagnie de téléphonie mobile RTL Niger a procédé hier après-midi à une cérémonie de remise de matériel médical à la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Un don de plus de 3 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Balkissa Tahirou et Sadou Dumi. C'est un important don de matériel médical que la compagnie RTL Niger a mis à la disposition de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. L'objectif de cette donation est de permettre au personnel de travailler dans de meilleures conditions et une prise en charge totale des femmes et des enfants. Depuis son installation au Niger, RTL a régulièrement contribué au bien-être des populations à travers plusieurs investissements dans le domaine de la santé. C'est plusieurs dons qui ont été ainsi faits dans les centres de santé à l'intérieur du pays et à Niamey. C'est pour dire ici qu'RTL Niger, c'est aussi une entreprise citoyenne, engagée, qui, en plus de fournir des solutions de communication au quotidien et des solutions de paiement aussi et de transfert d'argent, s'investit inlassablement dans des actions sociales qui concourent sans nul doute à améliorer les conditions de vie des populations. Nous n'allons pas nous réjouir de ce résultat, car nous savons que le besoin est beaucoup plus important. Aussi, ce soir, nous voudrions réaffirmer une fois de plus notre engagement à toujours rester proche des populations à travers ce don, d'une valeur de 5 millions de francs CFA, composé de 50 matelas, 100 draps, 200 bracelets roses et bleus, et différents autres produits dont les fils de suture résorbables et non résorbables, des gants, du propofol, du grésil et de l'eau de javel. Très ému de son côté, le directeur général de la maternité Isaka Gazobi n'a pas manqué de saluer ces gestes d'RTL Niger avant d'exhorter les autres sociétés privées à emboîter leurs pas. Vous comprenez l'émotion qui m'anime. Parce que ce que RTL est en train de faire actuellement, c'est plus qu'une bouffée d'oxygène pour la maternité Isaka Gazobi. Vraiment, c'est quelque chose qui est tombé à point nommé. Ça fait partie de nos urgences, des aspects qui nous manquent. Non seulement la literie, quand vous regardez au niveau de nos services, les responsables sont là. Ils savent les difficultés que nous vivons au quotidien. Les produits, on n'en parle pas, ainsi que les produits d'hygiène et d'assainissement. Vraiment, le mot me manque. Je dirais tout simplement merci infiniment à RTL et nous invitons les autres partenaires à accompagner le pas à RTL, à prendre RTL comme un exemple parce qu'il s'agit de la vie de la mère et de l'enfant. Alors, la maternité Isaka Gazobi, nous avons l'habitude de le dire, c'est le dénominateur commun à la population. Parce que si vous ne venez pas, votre femme va venir, votre mère, votre soeur, votre cousine, votre fille. D'une manière ou d'une autre, il y aura une femme qui va passer ici avec laquelle vous avez partagé des joies et des peines. Cette cérémonie de remise de dons d'RTL Niger a pris fin par une visite guidée des différentes salles de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. 3 communes du département de Djindou dans la région de Dosso ont bénéficié d'importants lots de fournitures scolaires. Un geste de Serkinyama aux élèves et enseignants de localités bénéficiaires. Le compte-rendu de nos confrères de la télévision Bonferré. Le département de Djindou peut être fier de ses ressortissants en général et de sa chefferie en particulier. Une semaine après la rentrée scolaire 2019-2020, c'est le Serkinyama, chef secteur en français, Amadou Ibrahim Hambali,
qui a distribué des fournitures scolaires dans 3 communes du département. Dans le chef-lieu, ce sont 5000 cahiers de 200 pages, 400 cahiers de 300 pages, 120 boîtes de craie, 2 cartons de bic, 1 carton de gomme, 30 équerres et 30 rapporteurs qui ont été mis à la disposition des élèves et enseignants. Au nom de l'ensemble des scolaires du CES et du franco-arabe et à mon nom propre, j'adresse à l'endroit de ce digne fils de ce département mes sincères remerciements. Les parents d'élèves ont apprécié, donc ils encouragent vraiment ce heureux donateur à continuer davantage dans ce sens. Vraiment, nous remercions à ce brave homme, donc M. Amadou Ibrahim Hambali, qui a pu aider les élèves. Abin da ya yi min daɗi nan waga CAG da Nyamai ya zo nan ya yi CAG nan. Ashe zuciyar shi na nan har yanzu tana nan gida. Ya taimaka ma gida kuma nan ƙasar tamu mun gode. Un peu plus loin, à 10 km, le CEG de Zabori a aussi bénéficié de 1400 cahiers de 200 pages, 2 cartons de craie, 20 paquets de bic, 10 compas, 10 équerres, 10 rapporteurs et 10 règles. Ce geste très honorable vient à point nommé appuyer les efforts de l'État pour mettre élèves et enseignants dans les meilleures conditions de travail. Ce n'est pas fini. Sarkinyama Amadou Ibrahim Hambali est allé aussi à Krakra, à 15 km plus loin. Là, il a offert 1536 cahiers, 2 cartons de craie, 20 paquets de bic et bien plus au CES de la commune. Nous l'assurons aussi que ce don-là, Inch'Allah, ira à ses légitimes bénéficiaires, c'est-à-dire les élèves. Aider l'école, c'est aider toute la nation entière. Les autorités politiques, coutumières et administratives n'ont pas tari d'éloges et de remerciements à Sarkinyama Amadou Ibrahim Hambali. C'est le lieu de remercier, de féliciter ce généreux donateur, en fait, qui a le souci de développement de l'école, de développement de franco-arabe. C'est une bonne œuvre, ce qui vraiment permettra d'achever l'année scolaire en bonne et due forme. Par cette œuvre et bien d'autres déjà réalisées au profit du département de Djoundjou, Sarkinyama démontre que le développement d'un pays ne repose pas seulement sur l'État. Chaque citoyen doit y apporter sa modeste contribution. Remise de trophée meilleure commune amie de la jeune fille. Et c'est la commune de Kargibongou dans la région de Dosso qui a remporté le trophée. Une cérémonie qui rentre dans le cadre du programme quinquennal La Weboray Mafarhan, financé par DGD Belgique, Plan Niger, mise en œuvre par CONID. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision Dunia. Remettre officiellement le trophée de la meilleure commune amie de la jeune fille, édition 2019, voilà l'intérêt principal de cette cérémonie initiée par la CONID Niger en partenariat avec Plan International et Belgique, partenaire de développement. De prime abord, le coordinateur de la CONID a pris la parole pour donner à l'assistance les raisons qui motivent une telle initiative avant de revenir sur les critères d'évaluation des communes. Nous faisons cette évaluation sur la base des critères ci-après. L'existence d'un plan de développement communal, l'existence des mesures de protection de l'enfant, les investissements consentis dans l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'hygiène assainissement, les mécanismes mis en place pour promouvoir la participation des enfants et jeunes, les investissements consentis en matière de jeunesse, sport et loisirs. Et nous apprécions également l'existence du comité villageois de protection de l'enfant et leur fonctionnement. Nous apprécions également les efforts de la mairie en matière d'état civil. Nous avons un dernier critère intitulé « Autres initiatives ». Le représentant du Plan International Niger a ensuite pris la parole pour souligner la vision du plan. L'existence même du Plan International Niger est due à un petit enfant. Depuis sa création, il y a de cela plus de 83 ans, Plan International œuvre pour le bien-être de l'enfant. Sa vision, c'est de voir un monde
qui respecte les droits de tous les enfants et également qui fait progresser l'égalité pour la jeune fille. Quel message CONID entend passer à travers le trophée de la meilleure commune amie de la jeune fille? Élément de réponse avec Moussa Sidikou, président CONID Niger. CONID est une coalition forte de 90 ONG et associations actives sur la thématique de la promotion et de la protection des droits de l'enfant dans notre pays. Et à ce titre, nous présentons même des rapports aux traités comme la CDE et la KDBE à Genève et à Addis Abeba pour montrer un peu notre engagement sur la cause de l'enfant. Le 11 octobre a été dédié Journée internationale de la jeune fille. CONID et ses partenaires ont voulu profiter de cette journée en anticipant bien entendu pour décerner ce que nous appelons le trophée de la meilleure commune amie de la jeune fille. Désormais, Kardji-Bongou, vous êtes ami de la jeune fille et j'allais dire ami de toutes les jeunes filles de votre commune. Vous êtes dorénavant un modèle. À travers vous, on doit voir les filles de votre commune. Et à travers vous, on doit avoir également l'engagement qu'aucune fille ne doit être donnée en mariage avant 18 ans. Qu'aucune fille ou qu'aucun enfant ne doit rester sans acte de naissance. Qu'aucun enfant, une fois hors du circuit éducatif, doit se retrouver au niveau du CFM. Mais également que tous les enfants de votre village ou de votre commune puissent être vaccinés et que les femmes soient sensibilisées pour faire les consultations prénatales et toutes les vaccinations qui suivent. La directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Badarou Mariama, et le maire de la commune de Kardji-Bongou, Lawali Bawa, ont aussi tour à tour pris la parole pour saluer CONID et ses partenaires pour cette initiative louable. L'instant solennel a été sans nul doute la remise du trophée par une jeune fille du collège de Kardji-Bongou au maire de la dite commune. Une photo de famille a clos en beauté la cérémonie. Rendez-vous est pris l'année prochaine, plaise à Dieu, pour la 3e édition. Parlons de sport à présent dans le cadre des journées FIFA octobre 2019 en matchs internationaux amicaux. L'équipe nationale du Niger MENA a reçu l'équipe de Zambie cet après-midi au stade général Sénékounché de Niamey. Une rencontre qui s'est soldée sur un score nul d'un but partout. Réaction d'après-match avec les entraîneurs des deux pays. It was a very tough game. Très dur. And we expected it to be very tough because we know even Niger is preparing. But the only thing is that I think we didn't push them so hard. We played a bit casual, especially when attacking. But I think that all in all, it has given us very good training as we prepare for the AFCON that is coming. Ça a été un match très dur de toutes les façons. On s'attendait à un match très dur. C'est-à-dire, sachant bien que le Niger aussi se prépare pour les compétitions. De toutes les façons, nous avons joué très sérieux, c'est-à-dire nous n'avons pas forcé aujourd'hui. Nous avons juste observé le Niger. Ça nous a servi en réalité d'entraînement pour nos prochains matchs. It's a good team. It's a good team. They are playing very well. They just need to keep playing and building on what they have for now. But otherwise, they're a good team. Ils considèrent que c'est une bonne équipe. Maintenant, ils doivent considérer ce qu'ils ont et à partir de cette base-là, chercher à construire pour aller de l'avant. On a mis en place des stratégies pour ne pas être ridiculisé. Parce que quand on joue au football, il va falloir essayer de récupérer assez de ballons et pouvoir attaquer. Parce que quand on ne récupère pas, on a des difficultés pour attaquer. Donc on a mis en place ce schéma. Je pense que ce qu'on a vu au Maroc et ce que nous avons vu cet après-midi nous réconforte dans notre travail. Et parce que par le passé, on a remarqué que vraiment chacun fait ce qu'il veut sur le terrain. Et si on ne coordonne pas les choses, moi je pense qu'on ne peut pas avoir une équipe.
Donc la liaison entre la défense, entre eux, et la défense entre les milieux de terrain et des milieux de terrain et les attaquants, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et nous allons continuer dans ce sens, vraiment pour trouver d'ici là la grande équipe qui va nous aider à se qualifier pour la prochaine CAN. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré au décryptage du budget 2020 par l'économiste Soli Abdoulaye qui a axé son intervention sur les secteurs sociaux de base. Très bonne réception. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est de se féliciter, n'est-ce pas, d'avoir eu un budget pour l'année 2020, parce que ce n'est pas toujours évident pour certains pays, bien sûr. Et aussi de se féliciter par rapport à une amélioration de ce budget, du montant de ce budget par rapport à son montant de 2019. Parce que le budget de 2020 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2266 milliards, n'est-ce pas, contre 2157 milliards en 2019. Ce qui fait une augmentation en valeur absolue de 108 milliards. Donc je fais économie de ce qui vient après la virgule. Et une augmentation maintenant relative de 5,05%. Alors, ce budget, naturellement, les recettes proviennent de deux types ou de plusieurs types, n'est-ce pas, de voies, de ressources. Il y a d'abord les ressources internes de l'État, qui sont constituées donc des recettes fiscales, des recettes non fiscales, des appuis budgétaires, des interventions sur le marché monétaire, c'est-à-dire les obligations que l'État fait sur le marché régional pour prendre de l'argent, une sorte de crédit ou de dette qu'il cherche. Voilà. Donc, toute cette masse-là constitue dans le budget global 1231 milliards de francs CFA, soit 54,35% du total du budget. N'est-ce pas? Nous avons dans ce budget les ressources extérieures qui sont tablées à 859 milliards de francs CFA. Maintenant, l'aspect important que vous demandez, c'est quels sont les secteurs sociaux qui vont donc bénéficier de ce budget. Il faut d'abord reconnaître que ce budget a été élaboré en fonction des priorités et des stratégies de l'État, n'est-ce pas? Il y a par exemple l'initiative 3e, il y a la sécurité, il y a le plan de développement économique et social, donc le PDS de 2017-2021, et il y a aussi le cadre dans lequel donc l'État a un programme économique et financier avec la banque, le FMI. Donc tous ces systèmes permettent donc de l'État, à l'État du moins, de mettre l'argent là où il faut en fonction de ses priorités et des stratégies. Et c'est pour cela, quand nous prenons les secteurs sociaux, par exemple, nous avons le fonctionnement des universités et des centres universitaires, donc toutes les universités du Niger, et les centres universitaires, donc les CRU, les SENU, ils vont bénéficier de 25 milliards. Les bourses et allocations, donc les bourses des étudiants, tous les étudiants du Niger, les allocations des collégiens, des lycéens, donc avoisinent les 16 milliards. Nous avons le fonctionnement des EHPA. Donc les EHPA dans le domaine de la santé, c'est-à-dire les différents CHR, CHU, ainsi de suite, tous les centres médicaux, les centres de santé qui sont érigés en établissement public administratif. Donc ils vont bénéficier des subventions de l'ordre de 18 milliards. Et nous avons les pécules des agents de santé qui se chiffrent à 7 milliards et les pécules des agents de l'éducation, donc au niveau de l'éducation, à 69 milliards de francs CFA. Voilà donc en quelque sorte les secteurs sociaux qui vont bénéficier de ces appuis et à hauteur de ce que je viens de vous dire. Maintenant, il y a les dépenses des médicaments.
n'est-ce pas? Donc certaines grandes réalisations que le Niger ou le gouvernement souhaiterait réaliser, par exemple les grandes routes, les classes, les différents ministères en construction peut-être. Donc là aussi, ces investissements, c'est dans l'ordre de 1218 milliards qui ont été affectés par rapport à la masse totale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de 2266 milliards, donc le budget global. Donc c'est à peu près 53% du budget total, donc le montant des investissements, et fait 53,77% du budget total donc de la République du Niger. Maintenant, nous avons un certain nombre d'institutions, n'est-ce pas, qui sont prises en charge par le budget. Et c'est pour vous faire une sorte de comparaison par rapport à ce que l'État a mis au niveau des secteurs sociaux et au niveau de ces institutions-là. Si nous prenons par exemple la présidence de la République, quand on dit présidence de la République, il faut voir la présidence donc, en tant que telle et tous les services qui sont rattachés à la présidence, n'est-ce pas? Donc pour la présidence et tous ces services rattachés à la présidence, donc comme l'initiative 3e, c'est 139 milliards de dotations qui a été prévue pour l'année 2020. Maintenant, la présidence en tant que telle, au niveau du cabinet du président de la République, ils vont bénéficier, dans les 139 milliards, ils vont bénéficier de 24 milliards pour le fonctionnement de la présidence, le cabinet du président de la République. La primature se voit dotée de 60 milliards, n'est-ce pas, dont 55 milliards pour le cabinet du Premier ministre. L'Assemblée nationale bénéficie de 18 milliards. Vous voyez, donc comparativement à ce que nous avons vu tout à l'heure en ce qui concerne les secteurs sociaux, donc on peut dire que les secteurs sociaux sont un peu les parents pauvres de cette dotation budgétaire pour l'année 2020. L'État, c'est lui qui définit ses priorités. Donc s'il pense que c'est le secteur de la sécurité, c'est le secteur de la diplomatie ou autres qui sont des secteurs prioritaires pour lui, c'est en ce moment qu'il peut donc dégager un budget pour tel ou tel aspect. Mais ce qui est sûr et certain, on constate bien que les secteurs sociaux ne sont pas en tout cas aussi bien dotés par rapport à d'autres secteurs institutionnels. Parce que je n'ai pas vraiment l'ensemble du budget sur les yeux. Mais ce qui est sûr et certain que quand vous prenez le secteur de la jeunesse, c'est un secteur où on devrait, n'est-ce pas, faire beaucoup. Parce que le président de la République, je suis certain qu'il a une ambition par rapport à ce qui est le phénomène de la migration. Voyez-vous, aujourd'hui, on empêche les citoyens nigériens de partir, n'est-ce pas, vers d'autres aventures, pour d'autres contrées, vers d'autres pays, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge ici. Mais l'État du Niger a élaboré très certainement des politiques, n'est-ce pas, de prise en charge de cette jeunesse-là. Malheureusement, au lieu que ce soit une prise en charge par rapport à nos ressources internes, nos ressources propres, c'est une prise en charge que nous attendons que l'État attende de l'extérieur. Donc c'est toujours dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale. On attend tel pays, on a tel organisme qui va verser de l'argent dans le cadre de tel projet pour prendre en charge les projets donc, de cette jeunesse-là qui est empêchée d'aller vers les pays européens et autres pays occidentaux. Il ne faut pas oublier que dans le projet de budget 2020, l'État a prévu des nouvelles, n'est-ce pas, formes fiscales. Donc il y a des nouvelles mesures fiscales qui ont été envisagées, au-delà de celles qu'on a connues en 2019, je crois. Donc il y a des nouvelles mesures fiscales qui ont été envisagées, ce qui fait que l'État va encore avoir d'autres ressources. Et c'est ça qui explique un peu la hausse des 108 milliards, vous avez vu. Il y a d'autres aussi aspects, c'est-à-dire quand vous prenez l'événement qui s'est passé au Niger avec la construction du pipeline, vous voyez bien que c'est quand même de l'argent que l'État du Niger va avoir. Et donc comme c'est des prévisions que l'État fait, ce n'est pas de l'argent liquide que nous avons maintenant, c'est des prévisions que l'État fait, des recettes qu'il peut avoir sur un certain nombre de temps.
Donc naturellement, cet aspect aussi doit être pris en compte pour permettre l'augmentation des recettes de l'État. Et justifier, oui, l'aspect sécuritaire, bien sûr. C'est même ça qui prend la grande partie de notre budget, l'aspect sécuritaire. Mais l'aspect sécuritaire, comme ça cadre avec ou ça dénote de secret d'État, ce n'est pas tellement sûr qu'on sache ce qui est mis dans la sécurité. Mais on sait que la sécurité quand même avale une grande partie de nos ressources budgétaires.